Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu donc pour les analyses sur Matin d'Éden de ce matin. Et puis l'on parle abondamment du soja à la une des quotidiens de ce matin. Nous allons d'abord nous intéresser au journal Le Potentiel qui nous parle de l'ouverture de la première session. C'est une session ordinaire, mais aussi l'investiture du président de l'Assemblée nationale. Ce sera donc demain où il sera décoré. D'autres invités attendus du Ghana et d'autres pays également. Adrien Tchomakou, le président de l'Assemblée nationale officiellement installé dans son fauteuil, c'est demain. Tout à fait, Maurice. Vous savez, quand vous faites bien, vous serez toujours récompensé. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Flavonu, sera honoré demain jeudi. Il sera décoré à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a ses homologues du Ghana et de quel autre pays déjà qui sont un autre pays, oui. Qui se sont déjà annoncés pour assister à cette cérémonie officielle. Il faut dire que Louis Flavonu sera investi pleinement dans ses fonctions de président de l'Assemblée nationale, deuxième mandature pour lui, parce qu'il a été déjà président de l'Assemblée nationale pour la mandature passée. Oui. Donc, il sera honoré à présent et à l'occasion, comme je l'ai dit, il sera décoré en présence de corps diplomatiques, de plusieurs autorités gouvernementales, des journalistes qui prendront à témoin tous ces événements. Je pense quand même qu'il le mérite. D'ailleurs, selon leur règlement intérieur, c'est d'ailleurs exigé. C'est exigé que ça soit ainsi que Louis Flavonu soit investi pleinement dans ses fonctions. Au-delà de l'investissement, c'est la cérémonie officielle d'ouverture de section. La première session, la première d'ailleurs. Oui. Donc, le Potentiel nous apprend déjà qu'il y aura 10 projets de loi. 10 projets de loi à l'ordre du jour de la session ordinaire. Ça commence, ça débat fort encore. Oui, il faut dire que l'Assemblée va vibrer désormais au son de certaines lois. Vous pouvez l'imaginer. Il y a par exemple la loi concernant le code de la route. Vous avez vu le code de la route, parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé il y a 2 mois environ, l'accident mortel qui était intervenu et survenu à Dassa. La presse en a largement parlé. On a fait tellement de suggestions. Au-delà de la presse, beaucoup de familles sont en deuil jusqu'aujourd'hui. Ça continue toujours. Donc je pense que les députés vont voter cette loi et ce projet de loi pour pouvoir renforcer un peu plus la lutte contre l'insécurité routière. Parce qu'il le faut et nous en avons besoin. Il y a beaucoup d'autres lois. Le Potentiel en parle aujourd'hui, ce matin, d'une dizaine. Le porte-parole de l'Assemblée nationale, James Bagidi, dans ce cadre organisé une conférence de presse hier pour pouvoir situer les uns les autres, leur donner un peu de l'eau pour qu'ils sachent que une idée de ce qui va se passer une idée de tout ce qui va se passer. Donc je pense que c'était bien que James Bagidi monte au créneau pour pouvoir expliquer à l'opinion nationale et internationale l'enjeu, parce que vous savez, l'Assemblée nationale, c'est la deuxième plus grande institution de notre pays. Et aujourd'hui, maintenant, nous parlons de 103 députés ou 113 députés à l'Assemblée. Donc, il faut dire que si c'est, je dirais, leur baptême de feu. 109 députés. C'est leur baptême de feu. C'est la première session ordinaire. Donc, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands. Absolument. Et je pense quand même que la fête sera belle. On l'espère d'ailleurs, cette fête très belle, on l'espère très belle. Le président de l'Assemblée nationale, donc Louis Flavonu, qui va recevoir
les honneurs dignes du nom à l'Assemblée nationale demain. Et cette cérémonie, donc, nous avons hâte de voir le déroulement de cette cérémonie. Déjà, la revue des troupes sur l'esplanade du stade et puis de l'Assemblée nationale, j'allais dire, l'esplanade de l'Assemblée nationale. Et après, voilà, la session qui va donc avoir lieu. On aura certainement les retombées et on en reparlera dans ce studio, certainement vendredi. Adrien Tchomakou. Moi, mon souhait le plus ardent, c'est qu'après l'ouverture de cette session, que les projets de loi soient bien étudiés, que les députés lisent correctement, parce que vous savez, quand vous votez une loi, ça engage toute une nation. Parce qu'on nous parle de 10 projets de loi qui seront étudiés, examinés, évidemment. Pendant la session, ce n'est pas seulement toute la session. La journée de demain. Non, pas du tout. C'est qu'on leur remet ça, ils vont lire et faire leur amendement et consorts. Donc je pense quand même qu'ils sont, d'ailleurs, vous avez vu les différentes formations qu'ont subi les députés, les nouveaux députés. Absolument. Ils sont allés à Grand Popo, ils ont suivi, à Goué, ils ont suivi de très bonnes formations. On a eu une semaine de formation. Donc je pense quand même que les députés aujourd'hui sont aguerris. Ils vont décortiquer, vont analyser, vont apprécier ces projets de loi. S'il faut voter, et ils vont les voter. S'il faut les ranger d'abord au placard, ils le feront. Je pense qu'ils sont très mûrs et connaissant ces hommes, c'est-à-dire tant de l'opposition que de la mouvance, ces députés vont nous présenter quelque chose de très potable que nous, population du Bénin, nous allons aimer, nous allons apprécier. Et aujourd'hui, quand même, il faut se réjouir, la population également se réjouit du fait que l'Assemblée nationale n'est pas monocolore. Il y a l'opposition qui est en place, elle ne sera pas une caisse de résonance. Et pour ça, il faut se frotter les mains quand même. La démocratie est en marche. Tout à fait. Il faut dire que l'Assemblée nationale du Bénin, c'est désormais 28 députés de l'opposition. Je veux parler des députés les démocrates. Je pense quand même que ces députés sont très aguerris. Et vous savez, c'est des gens très compétents. On les a vus, on a vu leur passé. Et même s'il y a des jeunes, nouveaux députés dedans, je pense quand même que ces 28 députés feront toujours comme eux-mêmes, ils le souhaitent, ils feront la fierté du peuple béninois. Ils ne donneront pas, sans doute, ils ne vont pas abonder dans le même sens que ceux de la mouvance. Je pense quand même que c'est déjà bien que autant de ces députés de l'opposition que ces députés contribuent d'une manière ou d'une autre au vote de certaines lois. Donc, une chose est claire aujourd'hui, le peuple béninois, la population du Bénin, la population ne dira plus non, que ce sont les députés de la mouvance qui ont voté telle loi, qui ont voté telle loi, qui ont voté telle loi. Pas du tout. Je pense quand même que désormais, quand le peuple va prendre la parole, au moins on dira que oui, d'une manière ou d'une autre, les députés de l'opposition ont contribué au vote de telle ou telle autre loi. Ce qui me réjouit ici, c'est quoi? Et je suis convaincu de ce que, connaissant d'ailleurs les Eric Goundete, et je veux parler des députés de l'opposition, à Tchadé, ces ténors de l'opposition, quand ils vont estimer qu'un projet de loi ne répondait pas à la réalité du peuple béninois, ils vont donner la parole, ils vont donner de la voix. Et mon souhait le plus ardent, c'est que, première des choses, qu'ils ne vident pas l'hémicycle, qu'ils restent à l'hémicycle pour pouvoir apprécier, prendre la parole, parler publiquement, puisque vous savez, l'hémicycle, c'est le haut lieu politique. C'est quand même souhaitable souvent que ces députés y restent, qu'ils ne fassent jamais la politique de la chaise vide. Vous avez vu quand le candidat Zanaï avait demandé que l'opposition fasse la politique de la chaise vide, ça a été fait. Et puis bon, par le passé, on n'a pas eu des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, si cette fois-ci, ces députés les démocrates n'ont pas écouté candidat Zanaï, s'ils ont balayé du revers de la main le souhait du candidat Zanaï, et ils ont fait du forcing, et la Cour constitutionnelle aussi les a sauvés du naufrage, et qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je pense quand même que ces députés doivent avoir le courage
de rester à l'Assemblée nationale, de poser des actes salutaires, de prendre la parole, de décortiquer, de parler publiquement. Je me réjouis aujourd'hui que la presse a toute la garantie, je peux parler de la presse parlementaire, de surtout de très près à l'Assemblée nationale. Et là, quand quelque chose ne va pas, la presse est là à l'Assemblée, ils pourront parler. C'est souvent mieux de parler au moment T que de se retirer, de laisser les gens voter une loi, peut-être, et par la suite, vous allez vous retirer quelque part ou dans votre siège pour pouvoir donner une conférence de presse, tenter à expliquer. Ça n'a plus la même valeur qu'au moment ça n'a plus la même valeur qu'au moment où le truc s'est déroulé et vous réagissez promptement et correctement. Donc je pense que ces députés sont à l'écoute et ils feront le choix du peuple béninois, le choix qui consisterait à ne plus faire la politique de la chaise vide, à rester à l'hémicycle, à parler, à apporter leur pierre à l'édifice. Donc, Roland Tonekes, bonjour d'abord. Bonjour. Et l'Assemblée nationale demain sera donc aux couleurs festives avec l'installation officielle du président de l'Assemblée nationale. Votre appréciation? Je crois que c'est une bonne nouvelle. Il faut déjà féliciter d'entrée Louis Vlavonu qui, au départ, n'avait plus certainement la confiance pour être reconduit président de l'Assemblée nationale. On l'a dit et je ne trahis aucun secret en le disant parce qu'à un moment donné, il y avait plusieurs camps à l'Assemblée nationale. On a vu des noms circuler, bien évidemment. Et puis après, fort heureusement pour lui, il a été reconduit président de l'Assemblée nationale. Félicitations à lui. Il sera installé et il devra composer, comme l'a dit Adrien Tchoumakou, avec 28 députés de l'opposition. Ce n'est plus des députés tous acquis à la cause du pouvoir en place, où quand une loi passe, il n'y a pas pour autant un débat en fond, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Là, maintenant, il devra faire face aux réactions des députés de l'opposition qui sont venus pour jouer un rôle, bien évidemment. Leur rôle, c'est de dénoncer, d'interpeller et de suivre de très près tout ce qui se passe. Ce qui veut dire que toutes les lois... Je ne vous arrête pas. Est-ce que ça fait de lui un nouveau président de l'Assemblée nationale? Bien évidemment. Parce que ce n'est pas la façon dont il a dirigé l'hémicycle, ce n'est pas cette façon-là, c'est un renouveau à l'hémicycle, parce que là, il est face à l'opposition et la mouvance. Justement, les lois qui sont passées à l'Assemblée, tout ce qui est passé à l'Assemblée nationale, 8e législature, n'avait pas eu d'obstacle dans une certaine mesure. En dehors des intrigues qu'il pouvait avoir au sein de sa formation politique, avec certains ténors, bien évidemment, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il n'avait pas pour autant de difficultés. On a beau dire que le bloc républicain ne s'entend pas trop avec l'Union progressiste, mais on a pu voir que toutes les lois sont passées très, très facilement. Absolument. Mais là, maintenant, nous avons 28 députés qui vont lui mettre la pression. Et donc, la manière dont il a géré en douce la 8e législature, ça doit changer maintenant. Il doit pouvoir faire face à la réalité pour dire, oui, nous sommes au relieu de la politique et donc, il faut faire avec toutes les sensibilités sans pour autant rejeter les uns et les autres. Parce qu'on a pu voir Adrien Mbedi ici, qui a rejeté à un moment donné pratiquement les opposants, qui les empêchait de prendre la parole. Mais on a vu que la prophétie de l'honorable Alagbé et de l'honorable Mitokpe s'est accomplie. Et donc, il va falloir faire très, très attention. Alors, sur la question de la politique de la chaise vide, je voudrais revenir sur ce que Adrien Tchoumakou a dit pour dire, nous n'allons pas mélanger les choses. D'accord. Entre ce que propose un certain Akadi Azanaï pour dire boycotter les élections et entre la manière de faire la politique à l'Assemblée nationale, c'est deux choses différentes. En l'état, ici... C'est-à-dire, ce qu'il disait, si la politique, les politiciens avaient, les partis je suis d'accord. L'opposition avait boycotté les élections, ils ne seront pas à ce niveau, je ne conseille à personne, à aucun opposant, de suivre ce que dit candidat Azanaï. Lui seul sait quelle est l'idéologie qu'il poursuit et pour qui il est en service. Parce que quand vous continuez à boycotter les élections, à éviter les élections, c'est que vous finissez à ne jamais avoir d'élu, bien évidemment, et vous ne pouvez pas participer aux décisions. Mais à l'Assemblée nationale, c'est aussi un moyen de lutte que de retirer quand vous n'êtes pas d'accord. La preuve, sur la question des commissions, sur ce plateau, on en a parlé. Pourquoi ils sont sortis? Et on a expliqué que non, ils devaient sortir pour montrer, parce que rester là,
En fait, si vous restez sur place et que le vote a eu lieu... C'est donner caution. Si le vote a eu lieu, c'est que vous donnez caution. Oui. Parce qu'on considérera qu'il y a abstention et il y a vote pour. Absolument. Et là, ça passe. Mais là, vous donnez de la voix, vous vous retirez. Pour dire, nous ne participons pas à ça. Et vous saisissez la Cour constitutionnelle, c'est un autre moyen de lutte. Pour se faire entendre dans une certaine mesure. Je ne dis pas que les démocrates doivent tout le temps quitter l'Assemblée nationale. Mais quand le besoin se fait sentir de se retirer pour ne pas donner caution à une élection qui pourrait mettre en jeu l'intérêt général, la meilleure option, c'est de se retirer, de faire une conférence de presse peut-être dans les enceintes de l'hémicycle ou bien au siège de la partie. C'est leur choix de le faire. Donc moi j'estime que sur la question du boycott de l'élection et sur la question du retrait de l'Assemblée nationale, il y a deux choses qui ne sont pas, c'est deux choses différentes. Il va falloir faire très attention là-dessus. Alors maintenant, il faut dire carrément aux démocrates aussi, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale pour vos émotions, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale pour vous faire plaisir parce que vous voulez faire mal à tout prix à quelqu'un. Mais vous y êtes pour relever un défi, faire en sorte que l'intérêt général prime sur tout intérêt, sur toute action du gouvernement, et que le gouvernement se préoccupe véritablement des problèmes des citoyens. Il ne faut pas qu'à l'Assemblée nationale, les démocrates se transforment en acteurs du règlement de compte, parce qu'un peu ou pour certains parmi eux ont des griefs personnels contre Patrice Talon, et qu'il faut tirer sur tout, et qu'il faut tout peindre en noir. Non, mais jouer le rôle que doit jouer un député, contrôler l'action du gouvernement, interpeller s'il faut, voter des lois, si ces lois vont dans l'intérêt général de la nation. Si en temps vous constatez que ces lois n'arrangent pas le peuple, alors vous pouvez vous retirer, soit vous votez contre. C'est tout simple. Très bien. Nous allons donc parler de cette question de Sodia, le chef de l'État qui a rencontré donc les acteurs du Sodia. C'était hier, Laurent Roland Tonekes, la une de Fraternité en a parlé. Sodia, après la séance au Palais de la République, nouveau départ pour le gouvernement, les producteurs, les défis nouveaux, au-delà du prix aux producteurs, les acteurs retrouvent le sourire. Je suis parfois scandalisé de voir la manière dont le système en place fonctionne. Et ça, c'est mon avis. Je pense qu'on a vu à la veille des législatives, un prix a été fixé pour le soja. Les producteurs ont boudé. Et on a vu qu'en pleine période électorale, on a dépêché 2 ministres pour aller rencontrer les producteurs pour dire qu'ils peuvent vendre le soja au prix qu'ils veulent et à qui ils veulent. On a pu voir le ministre du Commerce, la ministre du Commerce et le ministre de l'Agriculture sur le terrain aller rencontrer les producteurs et pour ramener la balle à terre. Mais on constate que rapidement, au lendemain des législatives, on est revenu à la charge et on a commencé par prendre d'autres mesures finalement qui n'arrangent pas les producteurs. Et en l'état, il a fallu que les producteurs se donnent de la voix. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut se réjouir de la posture adoptée par les députés et les démocrates, parce que certains parmi eux sont allés rencontrer ces producteurs dans la partie septentrionale. On a pu voir le confrère Abouaka Takou qui a organisé un plateau avec les producteurs, bien évidemment, pour les écouter, pour les laisser libérer, en tout cas dire ce qu'ils avaient sur libérer la parole. Et tout ça mis dans le jeu a certainement fait sortir le pouvoir en place. Pourquoi? Parce que des intérêts sont en jeu. Les intérêts sont en jeu parce que les gens boudent et promettent l'enfer au coton pour la prochaine campagne cotonnière. Et donc, par conséquent, il faut faire très vite pour aller les rencontrer et ramener la balle à terre pour espérer. Parce que le coton, on a pu voir depuis 2016 que le Bénin s'est vanté d'être à plusieurs reprises premier producteur de coton de la sous-région. Alors, en l'état, si nous continuons à faire la tête, à tenir la tête aux producteurs, on risque de perdre définitivement cette position et on risque de perdre même une production record qui pourrait permettre d'alimenter l'usine qui est installée à la GDIZ de Glodjibé. Et donc, l'un dans l'autre, il y a des intérêts qui sont en jeu et c'est le lieu de reconnaître, de dire peut-être à ces personnes qui prennent fait une cause sans peut-être réfléchir pour le pouvoir en place qu'il faut faire très attention. Je l'ai dit, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. On a pu voir des gens critiquer à longueur de journée les agriculteurs pour dire que c'est l'ancien président Boniaï qui a mis la main dedans, pour dire que c'est les démocrates qui les ont démotivés, pour dire ainsi de suite. Mais le chef de l'État, pour rencontrer ces producteurs, n'a pas eu recours à ces personnes. Ça veut dire que quoi? Quand les intérêts sont en jeu, n'oubliez pas que c'est des acteurs qui se connaissent depuis des années. Et à un moment donné, quand l'autre sentira que ces intérêts sont en jeu, doit pouvoir capituler. Je crois que le gouvernement, pour moi, a capitulé. On aurait pu éviter ça depuis. Parce que quand vous allez dans les champs, les producteurs souffrent. Ce qu'on dit, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on voit la manière dont les producteurs labourent la terre, archaïque. Et pourtant, il y a une agence de la mécanisation agricole dans ce pays. Quelle est la
quelle est la procédure pour donner des machines agricoles à ces producteurs? Des gens inhalent à longueur de jours, de semaines, de mois et d'années les odeurs des pesticides, des herbicides. N'oubliez pas qu'on a évoqué à un moment donné la situation du glyphosate. On a dit qu'on n'utilise plus ça au Bénin, mais certains disent que c'est toujours utilisé. Tout ça, ça crée des dommages sur la santé des personnes. Mais en retour, qu'est-ce qu'on leur donne? En retour, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Il y a un certain nombre de choses. Quand on met dans la balance, les gens souffraient. Et je pense sincèrement qu'au-delà de tout, il faut que maintenant le gouvernement comprenne que ce n'est pas la force qui règle tout le temps les problèmes. On a pu voir, avant les législatives, on a pu voir que des députés qui ont facilité la sortie de soja sont arrêtés, sont allés en prison. Alors après, on a vu des photos circuler où des militaires traquent pratiquement ceux qui transportent les sacs de soja dans les brousses et les arrêtent. Pourtant, et c'est ça ce qui me paraît bizarre, nous sommes dans un système capitaliste. Et le système capitaliste, c'est la recherche du profit. Le producteur a s'est échiné, a labouré la terre au prix de sa vie, avec sa famille, sa femme et ses enfants. Difficilement, il mange même dans les champs, produisent. Et puis après, on fixe le prix qui, en réalité, ne couvre pas les charges, les besoins, les dépenses faites par l'agriculteur. Je crois que l'un dans l'autre, il va falloir revoir et que les ministres en question, les conseillers du chef de l'État disent la vérité au chef de l'État, conseillent ce qui est bien au chef de l'État. Même si le chef ne les écoute pas, c'est que qu'il fasse le forcing, l'oblige à les écouter. Cela y va de l'intérêt de tous. Adrien Jovencourt, le journal Fraternité a dit que les acteurs ont retrouvé le sourire. Nous avons entendu des audios circuler sur les réseaux sociaux dire que ceux qui sont allés voir le chef de l'État, ça n'engage que. Mais quand même, si l'on retrouve le sourire, c'est que l'on est content. Tout à fait. Pour moi, les producteurs de soja sont contents. Ils sont très joyeux depuis hier parce que, vous savez, le prix c'était combien? C'est 175 francs. C'était 175. Et de 175 maintenant, on est passé à 320 francs. Donc je pense que c'est déjà un grand pas. C'est un grand pas qu'il faut saluer. Si Patrice Talon même, écoutez, hein, en tout cas, c'est comme ça moi je vois les choses. C'est quoi? C'est que Roland avait dit tout à l'heure que une délégation gouvernementale était allée rencontrer les producteurs un peu avant les élections. Et après, on est retombé dans le même problème. En réalité, pour moi, c'est parce que Patrice Talon, qui a des informations parallèles à peut-être ce qu'on lui rapporte souvent, a souhaité rencontrer les producteurs, les responsables des producteurs, à échanger avec eux pour comprendre le fond du sujet. Et c'est systématique. Suite aux échanges, ils demandent à ce qu'une augmentation soit faite immédiatement. Et c'est homologué. Puisque c'est le père de la nation qui a parlé. Il a des informations réelles. Il a des informations réelles, des informations crédibles. Peut-être qu'il avait effectivement des informations biaisées. Et c'est au regard de tout ça, puisque quand on lui dit quelque chose et qu'il constate que sur le terrain ou qu'il entend parallèlement que beaucoup d'autres choses se disent sur le terrain, il est de son droit d'aller écouter les gens, les acteurs principaux. D'aller écouter correctement pour savoir réellement ce qui se passe. Et c'est ça qu'il a fait en tant que bon père de famille, le chef de l'État, a fait venir les associations des producteurs du soja et à la suite des échanges, il dit désormais, au lieu de 175, le soja bio passe à 320 et c'est le soja conventionnel qui est à 210. C'est bien ça. Moi, je pense que c'est déjà un grand pas, première des choses. Secondo, il met ainsi en confiance ces producteurs qui peuvent se dire, bon, si par ainsi, éventuellement, ils ont d'autres problèmes, d'autres préoccupations, dès qu'ils parlent à celui qui sert d'intermédiaire entre eux et au chef de l'État, si ça ne marche pas, la voie est désormais tracée libre. Il faut qu'ils aillent directement au chef de l'État.
échanger directement avec le chef de l'État. Ils sont rassurés que le chef de l'État est à l'écoute de leurs problèmes. Patrice Talon est à l'écoute de leurs problèmes. Préoccupations. D'accord. On va aborder un dernier sujet avant. Je pense que c'est l'occasion que ces producteurs aussi qu'ils sachent qu'ils ne vont plus vendre leur soja dans des pays voisins. Qu'ils ne vont plus exporter leur soja. Parce que Patrice Talon dit, bon, ce que vous voulez, moi je vous l'offre, mais respectez nos institutions. Sur la question, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas Parce empêcher un producteur de vendre son produit à un client qu'il désire. Je suis d'accord qu'il faut réserver une partie pour la production locale, bien évidemment pour les usines. Mais quand vous dites qu'ils ne peuvent plus vendre leurs produits, exporter leurs produits, ce n'est pas possible. Oui, monsieur Laurent, est-ce que vous convenez avec moi? Nous sommes dans un système capitaliste. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un système capitaliste. On peut encourager les producteurs à vendre leurs produits au plan national, d'accord, mais on ne saurait leur interdire. Ce que vous dites, c'est suffisamment grave. Comment vous pouvez dire qu'ils ne peuvent pas exporter? De droit. Mais dans un état de droit... L'État, du moment où nous sommes dans un état de droit, l'État peut décider qu'aucun produit alimentaire ne sorte de son territoire. Mais cette manière de faire... Cette manière de faire... C'est la force. Et quand vous utilisez la force, les gens répondent autrement. Et c'est pour ça qu'ils pensent... En réalité, M. Boril, c'est pour ne pas léser un tant soit peu ces producteurs que le chef de l'État a procédé à une augmentation. A mis la barre haute pour pouvoir les contempler. Leur dit, désormais, vous avez le minimum. Acceptez que ce que vous produisez, nous puissions les consommer dans notre pays. Alors, en fait, c'est que la transformation du soja doit se faire sur le territoire national. On a besoin de ça. On peut le transformer. Mais souvent, lorsque d'autres personnes viennent fixer les prix, si à côté du prix fixé par le gouvernement, je trouve un autre prix, je paye 500 francs. Écoutez, mais ne me demandez pas de réserver pour la consommation locale. Moi, je vais tout vendre. Nous sommes jusqu'à preuve du contraire. Attendez, nous sommes jusqu'à preuve du contraire dans un système capitaliste. Le coton a été produit depuis des années. Ceux qui vendent le produit, le coton, n'ont jamais vendu le produit. Le coton n'avait jamais vendu ça au plan local. Ils vendaient ça à leurs clients qu'ils désirent à l'extérieur. Il y avait plusieurs demandes. Mais ils choisissaient les clients les plus offrants à qui ils vendaient leurs produits. Je suis d'accord que nous avons des usines au plan national qu'il faut tourner. Et c'est pourquoi je l'ai dit. Et je l'ai dit sur le plateau ici une fois déjà. Pour dire quoi? Vous n'avez pas accompagné le producteur qui fait le soja. Quand il produit, il veut vendre, il faut utiliser la douceur plutôt que d'utiliser la force. Je pense je pense que sincèrement, on peut, ce que vous dites là, est possible à une seule condition. Le producteur veut mettre le soja en terre. Vous lui donnez des subventions. Vous l'accompagnez. Il met le soja en terre. Il a peut-être 10 000 tonnes de soja. Et au prorata de la quantité récoltée, vous dites par exemple, tu as la possibilité de vendre 25% ou 30% à l'exportation, mais tu dois pouvoir mettre 75 ou 70% à disposition du plan national. À cette condition, je suis d'accord. Mais si vous n'accompagnez pas la personne, vous qui parlez, si vous aviez un champ, personne ne vous a accompagné, vous mettez en terre et vous trouvez Mori Agua qui veut acheter à 500 francs le kilo chez vous. Je viens vous dire que je vais acheter à 270 francs parce que le gouvernement dit 270. À qui allez-vous vendre? Qui ne veut pas l'argent? Je vais t'expliquer. Qui ne veut pas l'argent? Tu peux m'écouter maintenant. Tu as parlé de subventions. Je vais vous dire, il y a des subventions pour les agriculteurs. Pour le soja, il n'y en a pas. Pour le coton, oui. Et ils l'ont dit. Allez les questionner. Vous êtes journaliste comme moi. Secondo, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Quand le gouvernement décide d'augmenter, met la barre un peu haute pour pouvoir satisfaire un tant soit peu les producteurs, et que le gouvernement dit au même moment, vous n'avez plus le droit d'exporter, c'est que le gouvernement mettra en branle tout le système sécuritaire pour pouvoir empêcher des quantités de soja de quitter notre territoire. Si quelqu'un, écoutez, si quelqu'un qui fut-il producteur ou bien c'est un acheteur qui paie pour faire sortir du territoire, dès qu'il est interpellé, il va subir le coup de la loi. Et comme ça, on dira quoi? Que c'est le régime
qui est en train de faire ci, je ne suis pas contre le fait qu'on demande aux producteurs de vendre au plan local. Alors, non, apparemment, vous ne me comprenez pas, vous ne suivez pas ma logique. Suivez-moi quand je parle. Je dis, je suis d'accord, on demande que les producteurs mettent une partie à disposition au plan national. C'est toutes les parties, on ne saurait... On doit tout laisser. Comment vous pouvez dire des trucs comme ça? Nous sommes dans un système capitaliste. C'est la recherche du profit. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un... Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire? On vous a dit qu'on a faim parce qu'on a faim, parce qu'on mange de soja au plan national. Personne n'a faim, mais il faut avoir des stocks de sécurité alimentaire. On doit l'avoir. C'est une obligation. Quand vous voulez, et l'État a l'obligation d'œuvrer pour ça. Quand vous êtes État, de préserver le bien-être social de tout un chacun de nous. Donc je pense que le pouvoir central a bien fait de prendre cette décision et nous devons encourager cette décision. Parce que si jamais vous avez fait là où vous êtes là et que vous venez sur le plateau, vous dites que vous avez fait, c'est le peuple entier qui va conclure que ce sont les journalistes qui disent qu'ils ont fait. Dieu ne verra jamais quelqu'un parmi. Je conclue en disant que je suis d'accord qu'il faut que les producteurs mettent une quantité additionnelle au plan national pour tourner l'entreprise qui est créée à Glodibé. Je suis d'accord qu'au plan local, on en a besoin. Mais on ne saurait utiliser la force. Parce que ce que vous dites, ne le dites plus jamais quelque part. Dire qu'il ne peut pas exporter le soja, ce n'est pas bien. Encouragez les gens, laissez les gens vivre de ce qu'ils font. Même si on ne veut pas que tout sorte, qu'on permette à certains parmi eux, au moins de vendre au moins un peu pour essayer de gagner quelque chose. Parce qu'ils ont souffert pour l'avoir, quand même. Très bien. Bon, Adrien Tchoumakou, ils ont souffert pour l'avoir. En une minute, les enlèvements, la nouvelle menace sécuritaire, Martin Lim en a parlé aujourd'hui. Et de jour en jour, on parle d'enlèvement. Certains même organisent les enlèvements. Oui, mais c'est... Moi, c'est vrai qu'il y a les difficultés inhérentes, en tout cas inhérentes à la vie aujourd'hui, qui font que beaucoup organisent leur enlèvement et puis après préparent tout. Est-ce que c'est une solution? Ce n'est pas une solution. Pour faire face aux difficultés. C'est malhonnête que de se comporter comme ça. C'est très malhonnête que de se comporter comme ça. Mais après ça, quand on finit de parler de cela, il y a véritablement des enlèvements ces derniers jours où des gens disparaissent tout le temps. C'est un problème de sécurité nationale. Je crois que les forces de l'ordre doivent être mises à contribution, la police républicaine également, et aussi demander aux parents de sécuriser davantage leurs enfants, de sécuriser davantage les enfants, et de suivre les faits et gestes de tous leurs enfants, et de faire en sorte que ces enfants... Il y a les adultes aussi qui sont enlevés. Oui, les adultes aussi, oui. On a appris à Savais, quelqu'un qui a été enlevé récemment. Oui, et puis, sachant que nous sommes dans des situations où les gens font beaucoup de sacrifices, parfois, malheureusement, des sacrifices humains, rien ne leur échappe, malheureusement. Donc, chacun doit d'abord se protéger, se sécuriser. Donc, on doit redoubler de vigilance. De vigilance. Ceux qui aiment faire le autostop, surtout nos jeunes sœurs qui sont au bord de la voie à faire autostop, c'est vrai, nos frères étudiants aussi, il faut que ces personnes fassent très attention pour savoir où ils mettent les pieds. Adrien Tchoumakou, en une minute pour finir. Bon, je pense que c'est vraiment une menace. C'est une menace, les enlèvements qui s'accentuent, se multiplient dans notre pays ces derniers jours. Qui sont réels et qui s'organisent aussi. Oui, qui sont réels et qui s'organisent. Je pense quand même que la police va redoubler d'efforts. Le directeur général de la police républicaine va définir une nouvelle stratégie de lutte contre cette menace parce que, vous savez, tant bien les enfants sont portés disparus, de la même manière les adultes. On a vu le cas d'un directeur d'école, un directeur du CG qui est à Koubert. On a aussi vu le cas de l'autre côté à Savais, un peu au fin nord aussi, c'est la même chose. Je pense quand même que d'abord, tout Béninois doit se dire qu'il est responsable de lui-même, qu'il est le gardien de lui-même. Il doit assurer sa propre sécurité. Il doit assurer sa propre sécurité. Nous devons beaucoup veiller à la sécurité de nos enfants. C'est ça le plus important. Puisque les enfants, les adolescents doivent aller à l'école. Donc il faut quand même voir comment on peut accompagner les enfants à l'école. Et c'est surtout le rôle
de nos mamans, parce que c'est vrai, on me dira que... Vous avez déjà trouvé celui qui doit jouer le rôle. Vous avez déjà trouvé celui qui doit jouer le rôle. Les enfants qui doivent aller à l'école, il faut quand même que si la maman a un peu de temps, que la maman fasse tout possible pour amener l'enfant à l'école. C'est très important. Ça, je le demande à tout le monde. C'est la maman qui faisait tout à la maison. Le papa aussi, que le papa s'assure que l'enfant est allé à l'école. Ce n'est pas la responsabilité d'amener les enfants à l'école, ce n'est pas que pour la mère. Le papa aussi, parfois, doit pouvoir le matin doit se lever avant d'aller travailler. Ce n'est pas uniquement des femmes. Le papa qui joue toujours, papa occupé, on met tout sur le dos de maman. Et parfois, on ne contrôle plus rien là. Et après, on responsabilise la maman que c'est à cause de la maman. C'est depuis 6h30 que vous êtes ici. Et si votre enfant doit aller à l'école à 7h, comprenez que c'est la maman qui doit jouer le rôle. Donc, non, moi je dépose mon enfant avant de venir ici. Le matin, je suis toujours mes enfants. Et c'est devant moi qu'ils vont à l'école d'abord avant que je ne vienne ici. Monsieur, donc attention, si vous êtes vous ne le faites pas, commencez pas à le faire. Ce n'est pas que la responsabilité de la femme. C'est aussi votre responsabilité. Parce qu'après, c'est très facile de jeter la pierre à la dame pour dire que c'est elle qui a fait que les enfants sont perdus. Vraiment, je ne savais pas que les femmes ont tellement d'avocats. Oui, elles sont d'avocats. Donc, merci à vous, Adrien Djemakou, pour tout ce que vous avez apporté ce matin. Laurent Roland Tonenkes, oui, vous êtes même pas. C'est Dieu. C'est Dieu qui est pas. C'est Dieu qui est pas. C'est Dieu qui donne les moyens. D'accord, oui.